Ce soir, nous recevons Maodo Malick Mbaye, c'est le président de l'association des élus départementaux. Bonsoir Malick. Bonsoir Antoine. Alors, l'actualité, c'est l'élection d'Alioune Sall à la tête de l'UAL. Vous avez contesté cette élection parce que vous avez jugé que c'était illégal. Après quoi, il a démissionné. Est-ce que vous avez le sentiment d'une mission accomplie ou un objectif politique atteint? Bon, j'allais dire ni l'un ni l'autre. Nous n'avions pas une mission particulière à remplir. Nous n'avions pas également une mission politique ou un enjeu politique ou un besoin politique à satisfaire. J'ai juste le sentiment d'un devoir accompli, un devoir citoyen, un devoir de loyauté vis-à-vis du président de la République, mais un droit de défense des intérêts et des valeurs qui fondent l'orthodoxie républicaine. En quoi cela constitue un combat pour la défense des valeurs républicaines? Vous savez, Antoine, nous accompagnons, nous, un homme au plan politique. Le président Macky Sall. Le président de la République, qui est arrivé au pouvoir en 2012, avec énormément de sacrifices consentis par toute l'essence, l'ensemble des couches sociales. Sacrifices au niveau du combat politique, sacrifice au niveau du plaidoyer, de la société civile. Et je crois que quand nous l'accompagnons et qu'il a tracé une voie, et qu'on se rappelle que le président de la République a toujours montré que le trafic d'influence, que la proximité ne donne pas des plus-values en termes de droits. Il a dit solennellement, en prenant fonction, que je ne protège personne, que ma proximité avec, au plan familial, n'est pas un avantage. Je crois que quand il fonde son action sur les valeurs de la République, nous l'accompagnons là-dessus. Nous devons toujours regarder dans le rétroviseur. Est-ce que vous pensez que vous serez compris ainsi en menant ce combat pour la restauration des valeurs républicaines? Oui, je m'explique à ce niveau. Vous savez, on ne peut pas ne pas regarder dans le rétroviseur. Regarder dans le rétroviseur nous amène à voir rapidement 2000. Le président Abdou Diouf, en 2000, a été défait. Et pourtant, le gouvernement du Premier ministre Mamadou Lamine Loum était, nous dit-on, l'un des meilleurs gouvernements socialistes. Tous les signaux macroéconomiques étaient au vert, la signature du Sénégal était très bien portée à l'étranger, mais l'opposition d'alors a tout juste lancé une phrase, 40 ans c'est trop, et ce qui en est suivi, c'est une défaite. En 2012, l'honnêteté nous recommande de voir que le président Abdoulaye Wade n'avait pas le pire des bilans qu'un chef d'État peut avoir. Il avait un bilan capable, au plan des réalisations, de lui permettre d'avoir un autre mandat. Mais le slogan de la dévolution monarchique du pouvoir a perdu finalement le régime Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, ce qu'on en retient maintenant comme conclusion, c'est qu'il y a le bilan. Mais les Sénégalais, ils voient le bilan. Mais avant de regarder le bilan, ou en regardant le bilan, ils ont une perception du bilan. Et cette perception du bilan peut être édulcorée, en tout cas peut être noircie par des actions de proximité, par des actions, en tout cas, d'influence de l'entourage immédiat du président. Et en alertant, je le disais tout à l'heure, que quand l'essentiel est en danger, alerter devient pour nous une urgence. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait le retour du bâton? C'est-à-dire je veux dire qu'il y a un responsable de l'APR qui a dit que ce cas sera traité au sein de leur parti, Youssou Touré en l'occurrence. Ben, écoutez, je crois qu'il faut avouer que ma conception de l'action politique n'est pas de calcul ou de kamikaze. Il s'agit juste de me comporter en soldat de la République, en voyant cet homme qui est devant nous, qui est en train de se battre de toutes ses forces pour donner à la République tout son sens, en satisfaisant la demande sociale, en réussissant des prouesses au plan économique. Je crois que si je dois recevoir un coup, moi je crois que c'est un coup. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que ma mère me sérinait dans les oreilles une phrase
en me disant que ragala dee bu la taxee doyadi bu dee ñëwee da ngay doyadi ba pare dee. En termes clairs, si la préservation des prébendes, pour préserver tes prébendes et tes avantages, si ça vaut que tu sois déshonoré, je crois qu'il faudra choisir le chemin que t'enseigne la morale. Je n'ai aucune... Oui. Parce qu'en vérité, en nous prononçant ainsi, c'était à deux niveaux. D'abord sur la légalité, nous y reviendrons tout à l'heure, oui. Mais en voyant aujourd'hui que le frère du président commençait à prendre au plan des responsabilités de l'embonpoint qui pouvait le gêner lui-même et qui pourrait gêner terriblement le président. Oui. Je salue au passage la sagesse de la décision de Aliou Sall qui a démissionné parce que ce n'est pas souvent très facile, mais qu'on comprenne aujourd'hui que notre combat n'est pas un combat d'hommes. Oui. C'est un combat de personnes. Ce n'est pas des sentiments personnels à faire valoir. C'est un combat de principe. C'est un combat de principe. Vous dites que Aliou Sall est en train de prendre de l'embonpoint politique et ça peut gêner le président Macky Sall. Vous le pensez sincèrement, puisque lui quand même, il a la possibilité de lui dire d'arrêter. Vous pensez que ça le gêne? Oui, vous savez une chose, je ne peux me baser que sur les actes et les propos qu'avance le président de la République. Je crois qu'il nous faut... On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut être contre lui. Mais au moins, soyons justes avec lui. Parce que cet homme que nous accompagnons sans flagornerie, je peux dire qu'il nous a montré dans sa pratique, d'abord dans son discours du 3 avril 2012, il a dit « Je ne protège personne ». En visite en 2013 en Allemagne, devant des investisseurs, le président de la République a dit quelque chose qui moi, m'avait gêné en vérité, en disant que aux partenaires, évitez ceux qui vous disent que si vous venez au Sénégal, par trafic d'influence, je peux vous amener chez le président de la République. Je ne protège personne. Je parle à tous les Sénégalais. Pour moi, il n'y a pas de Sénégalais en dessous ou au-dessus d'un autre Sénégalais. Il est évident que le président, pour parler, il ne parlera pas à des Nippons ou à des Français, il parle à des Sénégalais. Donc je crois que nous devons nous battre, nous, en vérité, à respecter le serment qui s'est fait, jusqu'à la preuve du contraire. Oui. Alors, votre sortie fait suite à d'autres sorties. Vous êtes un allié du président Macky Sall. Il y a le Parti Socialiste, il y a la LD. Alors, est-ce que ça ne crée pas quelque part la cacophonie au sein de la coalition au pouvoir? Que chacun dise ce qu'il pense, comme il le sent et comme il le veut. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que c'est dans la contradiction que jaillit la lumière. Et il est extrêmement important de voir que la prouesse que la coalition Benno Bokk Yakaar est en train de réussir, tel qu'en puissent être les circonstances, c'est que c'est l'une des coalitions, en tout cas, qui a une durée de vie la plus longue, en tout cas en Afrique, si on se réfère aux autres pays. Avec des signes de cassure. Oui, mais vous savez, en allant aux élections locales, on avait dit qu'on ne pourra pas être ensemble après les législatives. Après les législatives, c'était les locales. Jusqu'à présent, ça tient. Ça tient, mais ça tient avec des hommes et des femmes qui, en réalité, ne se comportent pas comme... je n'ai pas envie de dire des conspirateurs, mais qui disent ce qu'ils pensent. Mais tout en préservant l'image du président de la République. Parce que c'est le capitaine de bateau. Et aujourd'hui, pour moins que ça, rappelons qu'entre 2000 et 2012, des coalitions, des partis alliés ont été virés du gouvernement. Moi, je crois que nous devons continuer à dire ce qu'on a à dire, dans l'ordre, dans la discipline, mais tout en étant loyal. Parce que, comme disait l'autre, le prince doit faire l'éloge de la sincérité. Dans l'ordre et la discipline, on a vu que le porte-parole de la LD a été limogé de son poste de directeur de cabinet d'un ministère. Est-ce que ça aussi, ça garantit la démocratie au sein de votre coalition? Je crois que demain, Malick Mbaye ne peut pas faire victime de tout cela. Oui, en tout cas, moi j'ai moins de fixation à ce niveau. Ce que je pourrais dire sur le cas que vous venez d'évoquer, le cas Moussa Sarr, je crois que c'est un problème interne
à la LDMPT, même si c'est dans la coalition, il y a des réalités internes au parti qu'on ne peut pas peut-être facilement maîtriser de façade. Oui, vous êtes aussi une sous-coalition, la coalition Macky 2012. Vous avez porté le président Macky Sall avec la grande coalition au pouvoir. Vos alliés ont quand même à un certain moment donné dit que leurs conditions de vie et d'existence ne sont pas des meilleures. Vous avez été reçu par le président Macky Sall. Entre-temps, qu'est-ce qui a évolué? Ce qui a évolué, c'est que le président nous a écoutés. Il nous a entendus, il a compris que derrière, quoi qu'on dise, derrière toute ambition, derrière toute conviction se cache une ambition. Il est normal que quand des gens accompagnent une coalition au pouvoir, qu'ils puissent en vérité être écoutés, avoir accès au président de la République. Je crois que c'était l'essentiel. Maintenant, sur les autres aspects, ça se discute à l'interne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la coalition Macky 2012, socle historique de la candidature du président Macky Sall, après bien naturellement la paix, se porte à merveille. Oui, vous aviez demandé des prébendes pour certains, en tout cas, leaders de la coalition Macky 2012. Alors, le président Macky s'était, disons, engagé à peut-être régler ces questions. Est-ce que cela a été fait? Permettez-moi de juste vous dire que c'est des questions qui sont en train d'être examinées à l'intérieur de la coalition Macky 2012. Nous sommes en phase avec le président de la République qui nous écoute, qui nous consulte sur certains aspects, mais dont nous servons aujourd'hui de bouclier dans le cadre du respect, en tout cas des valeurs de la République. Malick Mbaye, nous allons terminer avec votre agence, l'ANAMO. Alors, évidemment, vous devriez jouer un rôle dans l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait dans ce domaine? À notre arrivée à la tête de l'Agence nationale de la maison de l'outil, nous avions vu que c'est une excellente idée, mais qu'il n'y avait que 2 maisons de l'outil qui fonctionnaient. Et qui fonctionnaient par convention. Il y avait la maison de l'outil de Thiénaba, la maison de l'outil de Touba et la maison de l'outil de la Solida. Aujourd'hui, nous en avons 7 en un temps record qui fonctionnent à merveille, dont l'une a été inaugurée par le président de la République. Ce qu'il faudra dire tout simplement, c'est que la maison de l'outil donne à l'artisan 3 choses qui lui manquent. C'est le cadre d'exercice pour l'enlever de la précarité, les outils, parce que l'enquête menée par des techniciens du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et de l'artisanat démontre que les artisans sénégalais utilisent à 98% des outils acquis en seconde main. Moralité, ils n'ont pas tout le bénéfice, ils ne parviennent pas à gagner leur vie honnêtement, parce que c'est extrêmement difficile. Nous les encadrons à ce niveau et aujourd'hui, nous pouvons dire que chaque année, nous aidons 2000 à 3000 artisans à en tout cas retrouver leur métier. La fonction essentielle également de la maison de l'outil, c'est de fixer les jeunes dans leur terroir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'immigration clandestine, je donne un exemple, est une des conséquences de l'exode rural. Et pour lutter contre l'immigration clandestine, il faut d'abord lutter contre l'exode rural en fixant les jeunes dans leur terroir et en leur donnant des moyens de pouvoir vivre décemment à la sueur de leur front. Malick Mbaye, je vous remercie sincèrement. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANAMO, mais également président de l'association des élus départementaux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je voulais juste ajouter que le combat pour l'UAL continue parce que aujourd'hui, notre préoccupation majeure, c'est que les textes qui régissent l'UAL ne sont pas en adéquation avec l'acte 3 de la décentralisation. Donc je crois qu'avant de parler d'une autre Assemblée générale ou de mettre à la tête de l'UAL d'autres ressources humaines, il faut d'abord régler le problème, le toilettage des textes. Merci, c'est le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir suivi.